Et pour lever ces blocages, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, propose de réformer complètement la procédure budgétaire. Elle dit c'est aussi qu'on comprenne un peu mieux ce qui se passe, mais d'être plus efficace aussi. C'est dans une interview qu'elle a donnée hier au Monde. Qu'est-ce qu'il y a à réformer selon vous? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui et quelles seraient les meilleures pistes de réforme selon vous, Xavier Jaravel? Je pense que d'autres ici sur ce plateau, plus experts que moi, pourront parler des techniques à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est mieux de voter les recettes avant, les dépenses après? Moi, je voulais mettre. C'est le sujet, elle veut faire un grand ensemble. Moi, je voulais mettre un point qui, je pense, n'est pas autant dans le débat, mais qui me semble important, et en tout cas pour les économistes. C'est en fait la question de la lisibilité du plan budgétaire qu'on porte dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on voit, je trouve, que dans les débats actuels, il y a un peu un aspect tribune politique. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant telle mesure, on va être contre telle autre mesure. Est-ce que ça parle à une partie de l'électorat? Et d'une certaine manière, toutes les mesures, quand on essaye de faire de la consolidation budgétaire, sont mauvaises. Ça fait plus de perdants du côté des dépenses, du côté des recettes. Donc, ce qui me semble important, c'est d'arriver à avoir une vision claire de où est-ce qu'on fait porter ces efforts. Parce que souvent, on fait plutôt a posteriori. Souvent, c'est fait d'ailleurs par l'Institut des politiques publiques, avec on appelle ça les effets distributifs du budget. Et en fait, on pourrait se doter d'outils pour faire ça à l'avance. C'est-à-dire que vous avez votre projet de loi de finances, vous pourriez dire, globalement, ça porte sur telle et telle partie de la distribution des revenus, ça a tel et tel effet du point de vue de l'équité intergénérationnelle. Et on pourrait dire aussi peut-être tel et tel effet du point de vue de l'efficacité économique quand il y a consensus sur tel ou tel paquet de mesures qui sont considérées par exemple comme assez inefficaces. Donc je pense que si on pouvait réfléchir dans ces termes en fait assez simples conceptuellement, gros paquet, qu'est-ce qui est plutôt de l'ordre de l'efficacité, qu'est-ce qui est de l'ordre de la redistribution intergénérationnelle ou entre groupes de revenus. Un budget thématique, davantage thématisé. Et donner une lisibilité globale au budget, puisqu'au final c'est ça qui compte. Sur qui est-ce qu'on fait porter l'effort? Dans quelle mesure c'est un jeu à somme nulle ou dans quelle mesure on pense aussi que en fait, on réduit des dépenses ou on fait augmenter des recettes avec peu d'effets sur l'efficacité, voire ça pourrait même augmenter la taille du gâteau. Et donc sur ça, des manières de faire, il y a plusieurs manières de faire, mais une manière c'est de doter le Parlement d'outils plus puissants sur ces analyses. Et d'évaluation des politiques publiques, encore une fois. Ça a été un débat il y a quelques années. L'exemple américain, où ils ont une institution qui s'appelle le Congressional Budget Office, le CBO, qui est très puissant. Donc c'est un peu comme si on avait la Cour des comptes, ou un équivalent de la Cour des comptes, qui serait rattaché beaucoup plus fermement au Parlement. Ou il peut y avoir des institutions un peu comme la Cour des comptes aujourd'hui, qui sont à mi-chemin entre exécutif et Parlement, mais sur lesquelles le Parlement pourrait avoir beaucoup plus de droits de tirage, avec une capacité d'analyse en propre beaucoup plus élevée, alors qu'aujourd'hui, cette capacité, elle est surtout à Bercy, voire elle est dans des institutions comme l'Institut des politiques publiques qui ont des financements très limités. Donc je pense que ça, ce serait c'est quelque chose que Amélie de Montchalin, Jean-Noël Barrot avait déjà essayé de porter en 2018, ils appelaient ça le printemps de l'évaluation. Absolument. Mais ça avait pas vraiment pris, peut-être parce qu'il y a eu des manques de moyens, notamment. Mais quand on voit l'ampleur des problèmes budgétaires, vous voyez, dégager quelques dizaines de millions d'euros pour faire ce travail, ça semble, de mon point de vue, un investissement tout à fait essentiel. Ce débat, on l'a eu, effectivement, Jean-Marc Vittori, c'est ça, entre 2007 et 2019. Il y a eu une volonté politique à l'époque, finalement, de ne pas donner quelques crédits, c'était quelques millions, mais donner les moyens au Parlement, à l'Assemblée nationale pour faire cette évaluation des politiques publiques. Est-ce que c'est ça la clé? Enfin, Xavier fait un exposé économique, et c'est normal, mais le raisonnement de Yaël Braun-Pivet, c'était un raisonnement politique. C'était dire l'Assemblée est fragmentée. Dans une Assemblée fragmentée, la mécanique ne fonctionne plus. Alors, d'abord, il faut même rappeler pourquoi c'est important. Parce que l'Assemblée nationale, le système parlementaire, il a été créé, la base du système parlementaire, pas depuis 1958, mais si vous plongez dans l'histoire presque millénaire, le système parlementaire, la démocratie parlementaire, elle a été créée pour valider les comptes publics. Et elle a été validée plus précisément pour légitimer auprès du peuple la perception de l'impôt. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on retrouve dans le calendrier de l'Assemblée nationale le vote des recettes avant le vote des dépenses. Parce que le système démocratique dans lequel nous vivons, il a été fondé sur la nécessité d'avoir une légitimation par d'autres personnes que le roi des dépenses royales. Et ça, c'est tout à fait important. Donc ensuite, sur le raisonnement économique... Et ça s'est un peu perdu, pardon, mais enfin, quand on voit le déluge fiscal maintenant qui est créé à l'Assemblée nationale, je ne suis pas sûr que ce soit les Français qui le réclament vraiment. Alors,
la mécanique est devenue extrêmement compliquée, nécessite une expertise qui n'est à l'évidence pas maîtrisée par tous. Pas là. Et le point de départ de la présidente de l'Assemblée nationale, c'est que le système ne marche pas parce que toutes les procédures, elle ne le dit pas comme ça évidemment, mais toutes les procédures d'obstruction sont employées à fond. C'est ça. Donc il y a des déferlements d'amendements identiques qui sont défendus par des députés en 1 minute. Je vous conseille la note passionnante qui a été publiée au début de l'année, qui s'appelle « La fièvre parlementaire ». Googlisez ça, vous la trouverez, qui a été faite par plusieurs économistes, menée notamment par Yann Algan, et qui montre à quel point les débats à l'Assemblée nationale ne sont plus des débats, ce sont des tribunes d'1 minute qui sont calibrées sur 1 minute pour être récupérées et ensuite diffusées sur les réseaux sociaux. Donc évidemment, il ne faut pas s'étonner ensuite qu'on n'arrive pas à sortir grand-chose d'intéressant de débats qui n'en sont plus. Et donc ça, les mesures que propose Braun-Pivet sur le papier, alors qu'on fait un raisonnement non plus économique, mais un raisonnement juridique. Braun-Pivet a été président de la commission des lois avant de présider l'Assemblée nationale. Sur le plan juridique, ça paraît aussi tout à fait fondé et intéressant, et ça mérite d'être discuté. Quand on regarde le jeu politique français actuel, je ne suis pas sûr que ça changerait grand-chose au fond. Bon, il y a une question de temporalité des débats aussi. Moi, j'ai été toujours surpris qu'on passe des semaines à préparer un budget sans savoir ce qu'il en ressort finalement à la toute fin des discussions, et qu'on passe aussi peu de temps sur l'exécution budgétaire, qui est l'observation de ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'il faut rééquilibrer ces 2 temps, Ludovic de Sauté ? Sûrement, enfin, il faut rééquilibrer. J'aime beaucoup ce que dit Jean-Marc à l'instant. Yael Braun-Pivet, elle est un peu là en train de nous dire, au moment où on est en train de le regarder, le film n'est pas bon. Oui. En fait, elle est en train de nous dire ça. Mais c'est le constat que tout le monde fait. Le film n'est pas bon. Et le film n'est pas bon parce que c'est vraiment en lien avec l'aspect consentement dont vous parliez tout à l'heure, Raphaël. C'est-à-dire que dans le jeu, aujourd'hui, comprendre où sont faits les efforts et vers quoi ils sont fléchés, honnêtement, même nous, on s'y perd. Honnêtement, même nous, on s'y perd. C'est-à-dire donner une dimension... Je vais prendre l'exemple en creux, c'est à tel point finalement sur la hausse du budget des armées sur lequel c'est passé crème, honnêtement, parce que là il y avait une compréhension, il y avait un alignement. Aujourd'hui, le citoyen lambda, et même le journaliste lambda, se perd dans des méandres, où de toute façon en plus on sait qu'une partie de ce budget est dans l'ordre de la science-fiction. Alors après, la difficulté aussi, parce que je vois que dans les propositions faites par Yael Braun-Pivet, il y a le fait de séquencer autrement, finalement, de se dire, et si on thématisait immobilier, logement et tout ça. Le grand risque aussi, c'est de prendre en otage à chaque fois des thèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une architecture un peu globale avec ces défauts-là. C'est-à-dire qu'on rentre par les recettes et puis après on attaque les dépenses. Historiquement, Jean-Marc l'illustrait à merveille. Maintenant, la question, c'est si on fait du lotissement là-dedans, est-ce que ce lotissement va faire que d'un coup certains dossiers, parce que c'est la question du moment, vont être pris en otage politiquement et tout parasiter, alors qu'il y a des efforts structurels ailleurs qui sont importants. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui un effort sur la recherche intéresserait la population. Or peut-être qu'il y a vraiment des éléments à poser et ça demande énormément de pédagogie politique. Et alors là, pour le coup, entièrement d'accord avec Jean-Marc, je ne pense pas que la classe politique et la constitution de l'Assemblée permettent cette qualité de débat. Alors ce que vous nous dites, c'est qu'on a une classe politique qui n'est pas raisonnable et que les débats politiques prennent le dessus sur ce qui est nécessaire de faire dans ce pays. Jean-Marc Vittori. On a 11 groupes à l'Assemblée nationale, on n'a jamais vu autant pour faire une coalition ou un socle, ou appelez ça comme vous voulez. Si vous enlevez les 2 extrêmes, il en faut au moins 6. Alors que tous les partis ne pensent qu'à une chose, qui est l'élection présidentielle qui a lieu dans moins de 18 mois. Comment est-ce que vous voulez avoir une mécanique qui fonctionne correctement sans utiliser tous les processus d'obstruction? C'est le retour à la quatrième, ce que vous nous dites là, ce que vous nous décrivez. Moi, je pense qu'il va falloir faire évoluer le cadre institutionnel de manière plus profonde que ce que dit la présidente de l'Assemblée nationale. En creux, il y a un point intéressant, c'est-à-dire qu'on voit aussi ce qu'est l'engagement Le Cordu, la non-utilisation du 49.3. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il a pas fait la plus grande des bêtises ? Et ça, c'est une histoire ancienne, c'est une histoire ancienne. Le 49.3, l'article 49.3, donc qui permet au gouvernement de faire passer un texte, sauf s'il y a une motion de censure qui est votée à la majorité absolue. Cet article, c'était une pièce essentielle de l'architecture de la Ve République. Quand les constituants n'ont pas mis ce truc-là par hasard, ils n'ont pas fait article 1, 2, 3, 4, 40, très important, le 40, et puis le 49, et puis le 49.3. Non, ils n'ont pas fait comme ça. Ça fait vraiment partie de l'architecture du dispositif. Cette architecture, elle a commencé à être rognée
par la révision constitutionnelle qu'avait fait passer Nicolas Sarkozy en 2008, hein, et en disant ah ben non, la motion de censure c'est seulement le 49.3 hors question budgétaire, c'est seulement une fois par session. Oui. Et donc on voit bien et il y a des pressions à l'Assemblée, des pressions légitimes dont Yael Braun-Pivet se fait d'ailleurs légitimement aussi l'écho contre l'emploi du 49.3. Mais c'était une pièce essentielle, sa dissolution progressive et évidemment un facteur d'affaiblissement et qui empêche les décisions de se prendre vraiment. Je ne suis pas sûr qu'une loi spéciale, ça soit mieux qu'un 49.3. Oui.